la première de la pièce de théâtre « Les fées ont soif » de l'auteure Denise Boucher. Comme vous le savez, cette pièce a fait scandale et fut le sujet d'une bataille tant sociale, politique que juridique, puisqu'une demande d'injonction fut demandée pour interdire la pièce. Je me rappelle d'avoir été présente devant le palais de justice pour manifester contre la censure. Cette pièce a donné lieu à des pétitions, des manifestations, des pressions politiques. Le Conseil des arts de Montréal s'est mis de la partie en menaçant de couper les subventions au Théâtre du Nouveau Monde si la pièce n'était pas retirée. Ce à quoi n'a pas obtempéré le directeur du théâtre de l'époque, Jean-Louis Roux, défendant ainsi la liberté d'expression et de création. Cette pièce dénonçait l'oppression de l'Église catholique et du patriarcat en général en mettant en scène 3 archétypes féminins, soit la mère, la Vierge Marie et la putain. La pièce a été un révélateur important des forces antagoniques à la fin des années 70. Soit d'un côté, les partisans de l'émancipation des femmes, ou encore de la liberté d'expression et de création, et de l'autre côté, les forces associées à la droite religieuse, dont les Jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne, les Chevaliers de Colomb et l'Association des parents catholiques qui obtiennent une injonction. L'injonction est par contre levée par la Cour supérieure pour vice de procédure et non pas sur le fond de la question. Cette bataille s'est donc soldée par la victoire des forces progressistes et la pièce a eu lieu. Elle fut rééditée en 2018 et traduite dans de nombreuses langues. 40 ans plus tard, année pour année, en 2018, dans le même théâtre du Nouveau Monde, la pièce de théâtre Slave de Robert Lepage et Betty Boniface, mise au programme du Festival de jazz de Montréal, a été censurée, créant ainsi le scandale et un électrochoc non seulement dans le monde des arts, mais aussi dans toute la société. Cette pièce de théâtre musical, qui repose sur les chants d'esclaves noirs, avait pour but de rendre hommage à la résilience des victimes de l'esclave aux États-Unis. Paradoxalement, la pièce est contestée par des manifestants au nom de la lutte antiraciste et pour dénoncer l'appropriation culturelle dont se seraient rendus coupables des Blancs, coupables d'avoir profité de l'histoire, de la culture et de la souffrance des Noirs, selon les dires de Charlie Lucas Rose, un drôle de personnage venu de France, mais qui s'exprime en anglais. L'un des protagonistes, il était l'un des protagonistes de Slave Resistance. Notez que je mets les termes blanc et noir entre guillemets, car je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on réhabilite le concept de race qui est critiqué, voire même récusé par la science depuis longtemps. Moi qui suis anthropologue, ce concept me mérite un peu. Hein? Bon. Quant à la pièce de théâtre Canada, devant raconter l'histoire des Autochtones, victimes du colonialisme canadien, elle s'est vue retirer le financement de ses principaux commanditaires. Le retrait des sommes promises en fait partie d'un puissant moyen pour censurer une création qui va à l'encontre des tendances de notre époque. Et l'avenir est sombre à cet égard. En effet, le président du Conseil des arts du Canada affirmait en septembre 2017 « L'appropriation des récits, des façons d'être et des œuvres d'art autochtones est tout simplement une continuité du colonialisme et de l'affirmation de ses droits sur la propriété des peuples autochtones. Cela donnera-t-il le ton aux organismes subventionnant la création au Canada? » Ces deux événements, à savoir Les Fées ont soif en 1978 et les spectacles Slave et Canada en 2018, se sont résolus de façon complètement opposée. Ils nous ont révélé qu'il y avait un avant et un après Slave et Canada. Comme le dit si bien Mohamed Lotfi,
Avant, c'était ta cause, c'est ma cause. En fait, en valorisant la résilience des victimes d'exploitation et de discrimination, on était à l'époque du dialogue et de la solidarité. La liberté d'expression et la liberté de création étaient considérées comme des valeurs quasi sacrées. Qu'en est-il maintenant? Comme le constate Mohamed Lotfi, c'est « touche pas à ma cause ». On ne touche pas à ma musique non plus. Et touche pas à mes caractéristiques identitaires. On ne mise plus sur la résilience des opprimés, mais on exacerbe la victimisation des marginalisés, ainsi que la confrontation entre personnes dites privilégiées et leurs présumées victimes. Enfin, on assiste à la fragmentation des luttes et à un climat de censure et d'exclusion. Qu'il est loin le temps où nous manifestions avec comme cri de ralliement « Saut, 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 solidarité ». Je ne sais pas si ça rappelle à quelques personnes des souvenirs, mais moi, j'ai perdu la voix quelquefois à crier ça. Bon, il est loin aussi le temps où toutes les luttes de libération, et je cite, toutes les luttes de libération se rejoignent dans leur commun effort pour construire un monde meilleur. Fermez la citation. Telle est la dédicace faite à Mohamed Lotfi par Pierre Vallière, auteur du livre « Nègre blanc d'Amérique ». Tous deux ayant en commun, tout comme moi, la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et pour la libération de Nelson Mandela. Ça vous rappelle sans doute des souvenirs. Une époque où on ne parlait pas encore de communautarisme et de crispation identitaire. Depuis, on assiste à toutes sortes de déclinaisons de cette appropriation culturelle. On parle maintenant d'appropriation corporelle, dénonçant le fait que le rôle des handicapés soit joué par des non-handicapés. Il n'y a que le rôle de maman dans l'émission La Petite Vie qui n'a pas fait l'objet de menaces et de censure pour cause d'appropriation sexuelle. Est-ce que c'est parce que les femmes ont un meilleur sens de l'humour et un plus grand respect de la liberté de création? Je m'interroge. Que s'est-il passé au Québec depuis 40 ans pour que la liberté d'expression et de création soit mise à mal? Ces événements de l'été 2018 ont fait scandale, dont la population, mise soudainement au contact d'un concept importé des États-Unis et dont elle ignorait jusqu'à son existence même. Pourtant, le concept d'appropriation culturelle n'est que la pointe d'un immense iceberg d'une idéologie qui a émergé depuis les années 80, d'abord aux États-Unis et dans le monde anglophone, et qui s'est déployée au Québec depuis les années 90, préparant ainsi le terrain pour les contestations dont les créateurs de Slave et Canada ont été victimes. C'est de cette idéologie intersectionnelle dont je parle dans le chapitre du livre de Normand Baillargeon, dirigé par Normand Baillargeon, et intitulé « La censure, une réaction contre le féminisme qui dérange ». Et aussi, j'ai publié aussi un article dans la revue Argument, publié par, entre autres, rédacteur en chef, mon collègue, censuré, le titre est « Censuré au nom d'une idéologie intersectionnelle dévoyée ». Dans le chapitre du livre dirigé par Normand Baillargeon, écrit par Diane Guilbeault et moi, on montre comment une idéologie qui se présentait au départ comme un moyen de tenir compte du fait que certaines personnes vivent à l'intersectionnalité de plusieurs oppressions, devient une idéologie qui a maintenant toutes les allures d'une pensée unique, qui se conjugue dans le monde binaire. Les victimes d'un bord s'opposant à leurs oppresseurs qui bénéficieraient de privilèges. Je me croirais des fois revenu dans un bon film de cowboy, les bons, les méchants. Le mouvement féministe fut l'un des premiers à être victime de cette idéologie intersectionnelle dévoyée.
et s'est trouvé scindé en 2 camps, notamment concernant 3 dossiers chauds, à savoir, premièrement, la question du voile et de la laïcité, 2, l'enjeu de la transidentité, la question des personnes transgenres, 3, celui de la prostitution. Concernant le premier enjeu, merci, celui du voile et de la laïcité, bien, depuis hier, avec la déclaration de la nouvelle ministre de la Condition féminine, pour qui le voile est un symbole d'oppression des femmes, il a de nouveau refait surface sur la place publique pour la énième fois, je dirais. Mais déjà, en 2012, Léna Lesbeth, d'origine algérienne, et moi, nous étions victimes de censure et d'accusations de racisme, aussi d'accusations de pratiquer un féminisme bourgeois blanc. Si des femmes de culture musulmane prennent position contre le port de signes religieux pour les employés des services publics dans le cadre de leur travail, on les accuse d'être blanches par en dedans, les associant à la trahison de leurs origines et de compromission avec l'idéologie des Blancs. Ainsi, comme par magie, la religion devient pratiquement une race, et cela au nom de la lutte antiraciste. Paradoxal, n'est-ce pas? Dans le chapitre d'Annie-Ève Collin, qui se trouve aussi dans le livre, qui est intitulé « Le savoir qui s'impose et les activistes qui imposent leur savoir », l'auteur fait également référence au fait que ses positions sur la laïcité lui ont valu des invectives, des tentatives de censure et même des menaces de lui faire perdre son emploi. Donc les enjeux sont gros derrière. Quant au second dossier que nous traitons dans notre chapitre, celui de la transidentité, on va retrouver les mêmes difficultés à tenir les vrais débats démocratiques. Le chapitre de Réagent, qui est un autre chapitre du livre, intitulé « Le droit à la dissidence face au discours actuel », qui est pro-genre, rejoint également notre analyse et celle d'Annie-Ève Collin. Toutes deux ont été victimes de diffamation et de menaces à cause des critiques qu'elles ont apportées à l'idéologie queer, qui veut abolir la binarité des sexes en jouant constamment sur la confusion entre le sexe biologique, constaté à la naissance, et le genre qui est un construit social. Ce construit social est en fait constitué d'un ensemble de stéréotypes associés à ce que se doit d'être une femme, à ce que se doit d'être un homme. Tout récemment, la semaine passée, je crois, Nadia El Mabrouk a fait aussi les manchettes ayant subi la censure d'un syndicat de professeurs qui ne voulait pas qu'elle aborde la question de la laïcité et du sacré, le cours sacré, du cours, donc, éthique et culture religieuse, en prétendant, pour justifier qu'on annule la conférence qu'elle devait prononcer sur la laïcité à leur colloque, pour fêter leurs 100 ans, que Nadia aurait tenu des propos transphobes. Depuis, la diffamation va bon train pour justifier un cas patent de censure. Par contre, le brigadier de ses enfants l'a reconnu et l'a félicité. Fait que, il y a aussi peut-être un effet boomerang qui n'était pas prévu pour les gens qui ont annulé sa conférence. Enfin, le troisième dossier chaud, soit la question de la prostitution, fait ressortir le paradoxe des partisans de l'intersectionnalité. Celles-ci prétendent défendre les plus opprimés alors qu'elles prennent position en faveur du travail du sexe, expression que je mets également entre guillemets, lequel travail est supposé d'être un travail comme un autre. Quel paradoxe quand on sait que ce sont justement les femmes les plus pauvres, celles qui sont sans papier, les autochtones, qui sont davantage exploitées dans la prostitution. En fait, l'intersectionnalité n'est pas une contradiction près, notamment avec le mot diversité qu'on retrouve à toutes les sauces, c'est leur concept phare, alors que des partisans de cette idéologie font tout pour restreindre la diversité des opinions et faire taire les adversaires. On assiste malheureusement au diktat de la pensée unique. Notons également que l'idéologie intersectionnelle constitue une force importante pour fédérer les forces de la nouvelle gauche identitaire.
on assiste à un renvoi d'ascenseur, comme par exemple autour du concept d'autodétermination de l'identité. Je t'appuie sur l'autodétermination de ton genre et tu m'appuies sans restriction sur mon choix de porter le voile, que celui-ci soit un simple hijab ou même un niqab. On a assisté ainsi à la Fédération des femmes du Québec à des alliances contre nature entre la mouvance de l'islam fondamentaliste et le mouvement pro-prostitution ou pro-transidentité. Allez comprendre. Il faut le voir pour le croire. De même, dans des débats très polarisés comme celui d'une éventuelle loi sur la laïcité, on assiste à des alliances pour censurer les féministes universalistes qui remettent en question l'idéologie intersectionnelle et pour lesquelles la laïcité est une condition essentielle, même si ce n'est pas suffisant, et cela pour faire avancer les droits des femmes. Comme femme de gauche, membre fondatrice et démissionnaire de Québec solidaire, je déplore que cette censure soit véhiculée par une gauche dite régressive, ils font l'appel identitaire, aussi étiquetée comme une gauche racialiste, de fait qu'elle a réhabilité le concept de race. Enfin, on a encore de la difficulté à cerner cette gauche qui a perdu ses repères traditionnels et qui est en train actuellement d'affaiblir le mouvement féministe à force de soutenir les agendas politiques de groupes qui ont pénétré le mouvement et secondarisent, voire même menacent, la mission première du mouvement féministe. Pour terminer, je veux remercier Normand Baillargeon pour avoir pris l'initiative de coordonner cet ensemble d'essais. Je le remercie d'avoir compris l'urgence de mener la réflexion sur la montée de la censure, car ce sont surtout les individus qui comprennent les enjeux et s'organisent qui peuvent changer le cours de l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui a mené à la fondation du groupe féministe, dont je suis fondatrice, pour les droits des femmes du Québec en 2013. Tout récemment, le 13 décembre 2018, une petite victoire a été remportée dans la défense de la liberté d'expression, à savoir l'abrogation de l'article 296 du Code criminel portant sur le blasphème. C'est cet article qui avait servi pour demander une injonction pour interdire la pièce « Les faits ont soif ». 40 ans après, cela montre que le travail tenace de militants bien organisés peut finir par faire avancer la cause de la liberté d'expression et de la liberté de conscience. Merci.